Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour la deuxième partie du premier cours de chimie pour la deuxième année bac, intitulé Transformation rapide et transformation lente. Le lien vers la première partie de ce cours est dans la description. Et dans cette première partie, nous avons commencé par rappeler quelques définitions importantes concernant les réactions d'oxydoréduction, comme l'oxydant, le réducteur, les couples oxydants réducteur. Et nous avons aussi défini une nomenclature importante concernant le passage d'un oxydant vers un réducteur qui s'appelle donc réduction. Et aussi donc dans le cas contraire, nous avons ce qu'on appelle une oxydation. Ensuite, nous avons donné les règles pour équilibrer une demi-équation avec plusieurs exemples. Et finalement, nous avons défini c'est quoi une réaction d'oxydoréduction en donnant de nombreux exemples pour la comprendre. D'accord? Voici donc les exemples que nous avons donnés. Et aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie de ce cours, les transformations rapides et les transformations lentes. Mais comme je l'ai mentionné dans la première partie, on va commencer par cette application concernant la réaction d'oxydoréduction. Alors, donc ici, écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les ions du permanganate et les ions de fer 2 en milieu acide, sachant que les deux couples d'oxydoréduction participant à cette transformation sont comme vous les voyez ici. Donc, dans le premier couple, nous avons l'oxydant, c'est l'ion permanganate, et le réducteur, c'est l'ion manganèse. Et dans le deuxième couple, l'oxydant, c'est donc l'ion fer 3, et le réducteur, c'est l'ion fer 2. Donc, je vais répondre à cet exercice d'application ici. D'abord, rappelez-vous que dans une réaction d'oxydoréduction, il y a échange d'électrons entre le réducteur d'un couple et l'oxydant de l'autre couple. Et nous avons vu que dans le milieu acide, donc pour ce couple-là, l'ion permanganate, elle gagne des électrons, et donc elle capte des électrons pour se transformer en ion manganèse. Et donc MnO4-, ici c'est un réactif, il va réagir avec le réducteur du deuxième couple qui est donc Fe2+. Donc les réactifs dans cette réaction, ce sont l'ion permanganate et l'ion fer 2. Pour la première demi-équation, nous avons donc, comme j'ai dit, l'ion permanganate, il se transforme en ion Mn2+, donc l'ion manganèse. Donc il faut équilibrer cette équation-là. Donc la première étape, comme d'habitude, il faut équilibrer le nombre des atomes, des éléments chimiques autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc nous avons ici un atome de manganèse à gauche et un atome de manganèse à droite. Donc ceci, ça veut dire que la première étape est vérifiée. Pour la deuxième étape, il faut équilibrer le nombre d'oxygène en ajoutant les molécules d'eau. Nous avons ici 4 oxygènes, donc il faut ajouter 4 molécules d'eau. Et la troisième étape, il faut équilibrer le nombre d'hydrogène. Nous avons ici 8 atomes d'hydrogène. Il faut donc l'équilibrer en ajoutant des ions hydrogène. Donc on va ajouter ici 8 ions hydrogène H+. Pour la dernière étape, il faut équilibrer le nombre de charges. Nous avons ici une charge négative portée par l'ion permanganate, 8 charges positives portées par l'ion hydrogène. Donc au total, nous avons ici 7 charges positives. D'accord? Et à droite, nous avons 2 charges positives. D'accord? Et donc il faut ajouter 5 électrons ici de charge négative pour avoir donc 2 charges positives ici et 2 charges positives ici. Donc maintenant, cette équation-là est équilibrée en éléments chimiques et aussi en charge électrique. Pour le deuxième couple, donc le réactif, comme j'ai dit ici, le Fe2+, on met toujours dans les équations d'oxydoréduction les réactifs à gauche. Donc le réducteur ici, c'est Fe2, disons, le réactif, c'est Fe2+. Donc le Fe2+, il va perdre un électron pour se transformer à son oxydant conjugué qui est donc Fe3+. Donc maintenant, on remarque que le nombre des électrons entre les deux demi-équations est différent. Et donc pour l'équilibrer, il faut multiplier par des facteurs appropriés. Donc nous l'avons vu dans la première partie. Donc dans la première équation, on va multiplier par le nombre des électrons de la deuxième équation. Et dans la deuxième équation, on va multiplier par le nombre d'électrons dans la première équation. Et donc maintenant, le nombre des électrons est équilibré entre les deux demi-équations. Il reste maintenant à faire l'addition membre par membre pour obtenir l'équation bilan ou l'équation d'oxydoréduction. Il faut faire attention à ne pas oublier le facteur 5 ici, associé à Fe3+, et Fe2+. D'accord? Donc voici l'équation d'oxydoréduction pour cette application.
Revenons donc à la deuxième partie de ce cours, les transformations rapides et les transformations lentes. Donc les mots rapides ici et lentes indiquent qu'il y a une relation avec le temps. Effectivement, les expériences montrent que la durée d'évolution des systèmes chimiques est variable. Ça veut dire qu'ils diffèrent d'une réaction à une autre. Et nous allons donc à présent étudier le déroulement temporel des réactions chimiques, c'est-à-dire leur cinétique. Donc la cinétique en chimie, c'est pas comme la cinétique en physique. La cinétique chimique, c'est l'étude de l'évolution des systèmes chimiques au cours du temps. D'accord? Donc commençons par les transformations rapides. Alors, une transformation rapide se fait en une durée qui est trop courte pour être suivie à l'œil nu ou avec les instruments de mesure usuels disponibles au laboratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible de distinguer des états intermédiaires entre l'état initial et l'état final du système. Donc, je l'ai mentionné dans la première partie. Au cours d'une transformation chimique, il y a donc l'évolution d'un état initial vers un état final. Et donc, dans cet état initial, nous avons des substances qu'on appelle les réactifs, et dans l'état final, nous avons les produits. Donc, lors d'une transformation rapide, on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe donc ici, donc entre l'état initial et l'état final. Ça veut dire qu'on passe directement de l'état initial vers l'état final. Donc, on ne peut pas suivre cette transformation chimique à l'œil nu ou avec les instruments de mesure usuels disponibles au laboratoire. Donc, autrement dit, on ne peut pas voir donc à l'œil nu l'évolution de la transformation d'un état initial vers un état final. Par exemple, s'il s'agit d'une couleur, on ne peut pas observer l'évolution de la couleur. Donc, c'est juste la couleur de l'état initial et donc la couleur de l'état final. D'accord? On ne peut pas, donc, pour les instruments de mesure, on ne peut pas mesurer le pH de la solution du milieu réactionnel et suivre donc son évolution. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser un pH mètre pour suivre cette évolution. Et on ne peut pas aussi mesurer la concentration d'un réactif ou d'un produit. Et donc, on ne peut pas suivre l'évolution de la concentration d'une solution. Donc, cette transformation rapide est tellement rapide qu'on ne peut pas utiliser donc, du matériel usuel au laboratoire pour suivre son évolution dans le temps. Donc, pour conclure, une réaction est dite rapide instantanée lorsque l'évolution du système est achevée dès que les réactifs sont en contact. On ne peut pas observer l'évolution de la réaction à l'œil. D'accord? Ça veut dire que dès que les réactifs donc, entrent en contact dans l'état initial, on obtient directement l'état final de la transformation chimique. Voyons voir maintenant quelques exemples de la mise en évidence expérimentale des transformations rapides. Commençons par la première activité. Donc, dans cette activité, on verse dans un tube à essai numéro 1 20 ml de solution de sulfate de cuivre 2 de formule chimique Cu2+, plus SO4 de moins. Et on ajoute à l'aide d'une pipette quelques gouttes de la soude, donc c'est l'hydroxyde de sodium, HO-, Na+. Et le résultat de ce mélange-là, donc on le voit ici dans le tube numéro 2, c'est la formation d'un précipité bleu. Donc c'est une réaction de précipitation. Donc vous avez déjà vu c'est quoi une réaction de précipitation. C'est une réaction au cours de laquelle le mélange de deux solutions aqueuses donne un composé qui est solide, appelé donc un précipité. Alors donc on observe la formation d'un précipité bleu, c'est l'hydroxyde de cuivre de CuHO2. Donc c'est ça la formule de ce précipité. Et selon l'équation que vous voyez ici, donc la réaction que vous voyez ici, ça veut dire que Cu2+, donc de la première solution, il réagit donc avec 2H2HO- de la deuxième solution pour donner donc le précipité. Donc cette réaction ne peut pas être suivie à l'œil nu et donc c'est une réaction rapide. Passons à l'activité numéro 2. On verse une solution aqueuse de permanganate de potassium dans un bécher contenant une solution aqueuse acidifiée de sulfate de fer de couleur verdâtre. Donc voici le permanganate de potassium en solution. Donc il est caractérisé par la couleur violette. Donc on le verse dans ce bécher qui contient une solution aqueuse acidifiée de sulfate de fer 2. Et donc cette couleur verdâtre, donc c'est une sorte de vert, il caractérise la présence des ions Fe2+ dans cette solution-là, d'accord? Puisque nous avons ici le sulfate de fer 2.
Et acidifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une solution auquel on a ajouté les ions H+, donc les ions hydrogènes qui caractérisent les milieux acides. D'accord? Donc, lorsqu'on mélange ces deux solutions, ce qu'on observe, on observe la disparition de cette couleur violette instantanément. C'est une réaction rapide qui forme des ions Fe3+, ici, donc des ions Fe3+, qui sont responsables de la couleur rouge que vous voyez ici. D'accord? C'est une réaction d'oxydoréduction dans laquelle les couples mis en jeu, ce sont les couples que vous voyez ici. Donc l'oxydant dans le premier couple, c'est l'ion permanganate, tandis que le réducteur, c'est l'ion manganèse. Dans le deuxième couple, c'est donc l'ion fer3 et l'ion fer2. Donc je n'ai pas écrit les équations de cette réaction d'oxydoréduction parce que tout simplement c'était l'application avec laquelle j'ai commencé ici. D'accord? Donc voici les équations et voici la réaction d'oxydoréduction pour ce mélange-là. Les ions permanganate, donc ils réagissent avec les ions fer2 pour donner donc les ions manganèse et les ions Fe3+, les ions fer3. D'accord? Donc il y a d'autres exemples que donc je ne vais pas expliquer parce que c'est le même principe. Donc nous avons toujours le mélange entre deux solutions et on obtient soit donc un précipité, soit donc une solution qui a changé de couleur instantanément. Donc si vous voulez la version PDF de ce cours-là, contactez-moi par email, je vais vous envoyer le PDF et donc vous pouvez bien sûr lire attentivement les résultats de ces 3 expériences. D'accord? On passe maintenant directement aux transformations lentes. D'accord? Les transformations lentes se déroulent sur des durées de l'ordre de quelques secondes à quelques heures. Ce sont des transformations dont l'évolution du système chimique peut être suivie à l'œil nu. Donc c'est le contraire de ce que nous avons vu avec les transformations rapides. Et l'évolution peut être aussi suivie avec des techniques de mesure habituelles. Ça veut dire avec des appareils de mesure courants, par exemple mesurer à des instants différents le pH du milieu réactionnel, et ceci pendant quelques secondes. Donc on peut dire aussi plus longtemps, quelques minutes ou plusieurs aussi. D'accord? Voyons voir maintenant quelques exemples de la mise en évidence expérimentale des transformations lentes. Alors dans cette première activité, nous avons la réaction entre les ions iodure et moins et l'eau oxygénée de formule chimique H2O2. Donc l'eau oxygénée, il s'appelle aussi le peroxyde d'hydrogène. Donc on verse dans un tube à essai une solution d'iodure de potassium de formule chimique K+, plus et moins, puis on lui ajoute un peu d'eau oxygénée, donc H2O2, acidifiée avec quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Donc il y a 3 mélanges ici. Donc ce qu'on observe, c'est que la couleur de ce mélange-là, elle change avec le temps, ce qui indique l'apparition du diode I2. Donc c'est une apparition progressive, comme en témoin de la coloration progressive de la solution au cours du temps. Donc il apparaît en jaune et en brun. Donc ce qu'il faut dire normalement, au cours du temps, la solution contenue dans le bécher prend une teinte brun orangé de plus en plus intense. Et finalement ici nous avons une couleur qui est brune. Donc plus la couleur brune est foncée, plus il y a plus du diode qui se forme. Donc c'est ça la signification. Ça veut dire que le diode il apparaît d'une manière progressive au cours du temps. Et donc l'évolution progressive de la couleur du mélange montre que la transformation est lente. Maintenant, on va passer pour établir l'équation d'oxydoréduction pour cette réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée. Alors, le peroxyde d'hydrogène, qui est l'eau oxygénée, c'est l'oxydant du couple que vous voyez ici. Donc c'est l'oxydant, tandis que le réducteur, c'est l'eau. L'autre couple qui intervient dans cette réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée, c'est ce couple-là. Donc l'oxydant, c'est le diode, tandis que le réducteur, c'est l'ion iodure. Donc les ions iodure et l'eau oxygénée, ce sont les réactifs donc, dans cette réaction-là. D'accord? Et donc, rappelez-vous qu'on met toujours les réactifs à gauche. Et de plus, nous avons dit que dans une réaction d'oxydoréduction, il y a échange des électrons entre le réducteur d'un couple avec l'oxydant de l'autre couple. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc à la fin, on va
avoir une équation dont dans les réactifs, ce sont les ions iodures et l'eau oxygénée. D'accord? Alors, commençons par la première demi-équation. Donc, on va équilibrer cette équation-là. Donc, la première étape, comme d'habitude, il faut équilibrer tous les atomes sauf l'oxygène et l'hydrogène. Cependant, comme vous voyez ici maintenant, nous avons seulement dans cette équation l'hydrogène et l'oxygène. Et donc, on passe à la deuxième étape qui est d'équilibrer les nombres d'atomes d'oxygène. Alors, à gauche, ici, nous avons 2 atomes d'oxygène. À droite, nous avons un seul atome. Et donc, il faut ajouter une seule molécule d'eau ici pour avoir le même nombre d'oxygène à gauche et à droite. Donc, puisqu'il s'agit ici de H2O, ici H2O, donc on va tout simplement multiplier ici par 2 pour avoir donc 2 molécules de l'eau. D'accord? Et maintenant, donc, le nombre d'atomes d'oxygène ici, C2, et ici, donc, C2. Ensuite, on va équilibrer donc, les atomes d'hydrogène avec les ions H+, donc les ions hydrogène. Donc ici, nous avons 4 atomes d'hydrogène. Ici, nous avons 2. Et donc, il faut ajouter 2 ions hydrogène pour avoir le même nombre à droite et à gauche. Pour les charges maintenant, nous avons ici 2 charges positives. Ici, c'est 0 charge. Et donc, il faut ajouter 2 électrons ici. Parce que nous avons ici donc l'oxydant qui capte les électrons. Et donc maintenant, 2 électrons de charge négative, ils vont compenser les 2 charges positives que nous avons ici avec les ions hydrogène. Maintenant, cette équation est équilibrée en éléments chimiques et aussi en charge. Pour le deuxième couple, donc nous avons ici le réducteur, donc il perd des électrons. On va donc commencer par la première étape, c'est d'équilibrer le nombre d'atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Nous avons ici donc l'iode, un seul atome d'iode ici et 2 ici. Et pour donc équilibrer le nombre, il faut multiplier ici par 2. D'accord? Voilà, maintenant, nous avons 2 atomes d'iode à gauche et 2 atomes d'iode à droite. Et pour les charges électriques, nous avons ici 2 charges négatives et ici donc c'est 0 charge. Donc puisque ici c'est le réducteur, donc il perd les électrons et donc on va ajouter ici les électrons pour équilibrer le nombre de charges. Et maintenant nous avons 2 charges négatives ici et 2 charges négatives ici. D'accord? Donc pour les électrons maintenant, nous avons le même nombre d'électrons dans la première demi-équation et dans la deuxième demi-équation. Et donc, on a besoin seulement d'additionner membre par membre pour obtenir maintenant l'équation bilan. D'accord? Voici comment il faut lire cette équation-là. Donc, l'eau oxygénée, elle réagit avec les ions iodures dans un milieu qui est acide, donc caractérisé par les ions hydrogène, H+, qui donne donc le diode, comme nous l'avons conclu ici par la couleur de cette solution-là. Donc il y a l'apparition de diode dans cette réaction entre les ions iodures et l'eau oxygénée, plus de H2O bien sûr. D'accord? Donc voici l'équation bilan de cette réaction entre les ions iodures et l'eau oxygénée. Voici d'autres exemples de réactions dont les transformations sont lentes. Donc ici, nous avons la réaction de l'acide chlorhydrique avec le zinc. Donc l'acide chlorhydrique, la formule chimique c'est HCl. Mais bien sûr, puisque ici nous travaillons avec des solutions aqueuses, ça veut dire que les espèces chimiques ils sont ionisées. Donc HCl c'est H+, plus Cl-. D'accord? Comme ici, nous avons la solution d'iodure de potassium, mais donc la formule ionisée c'est K+, plus et moins. Donc l'acide chlorhydrique, il va agir sur le zinc pour donner l'ion zinc 2 et le dihydrogène qui est donc un gaz. Bien sûr, cette équation-là, c'est une équation simplifiée. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas de chlorure, les ions chlorure, mais donc normalement, les ions chlorure sont présents au départ et à l'arrivée. Donc on a simplifié par les ions chlorure pour obtenir cette équation-là, l'équation bilan de cette réaction. D'accord? Et donc c'est une réaction dont la transformation est lente. Donc si vous avez des questions concernant comment arriver à cette équation-là, donc vous pouvez me contacter par email et je peux donc vous envoyer, si vous voulez, donc des détails sur cette réaction-là. Nous avons ici la réaction d'oxydoréduction entre le zinc et les ions de cuivre 2. Donc nous avons déjà vu les deux demi-équations pour donc le zinc et le cuivre 2. Donc on obtient finalement cette équation d'oxydoréduction.
Donc pour cette équation, la transformation de l'état initial vers l'état final est aussi donc lente. C'est une transformation lente. Nous avons aussi la réaction du cuivre avec nitrate d'argent. Donc voici l'équation bilan. C'est une équation. Bien sûr, il faut toujours passer par les étapes, les deux demi-équations. Donc équilibrer les demi-équations en éléments chimiques et en charge. Et puis donc l'équation bilan. D'accord. Peut-être je vais donc enregistrer une vidéo séparée pour les réactions que vous voyez ici. Mais donc, je veux donc maintenant tout simplement des exemples pour les transformations lentes. Donc, toutes ces réactions-là et donc impliquent des transformations qui sont lentes. D'accord? Alors, terminons cette deuxième section par une réaction très importante qui s'appelle la réaction de dismutation. Alors, la réaction de dismutation, c'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle une espèce chimique joue à la fois le rôle d'oxydant et du réducteur. Ça veut dire que les réactifs dans cette réaction-là, ils sont représentés par la même espèce chimique. Voyons voir un exemple avec la réaction de dismutation de l'ion thiosulfate S2O3- en milieu acide. Alors, en ajoutant de l'acide chlorhydrique HCl à une solution de thiosulfate de sodium, le mélange se transforme progressivement et nous pouvons observer la formation du soufre sous forme d'un précipité jaune qui trouble peu à peu la solution. Donc, puisqu'on dit que nous pouvons observer, ça veut dire que c'est une transformation lente, d'accord? Et puisqu'il y a la formation d'un précipité, ça veut dire que c'est une réaction de précipitation, d'accord? Alors, voici les deux couples impliqués dans cette réaction de dismutation. Remarquez ici que l'oxydant du premier couple, c'est le réducteur du deuxième couple. Comme nous l'avons dit ici, donc dans la réaction de dismutation, la même espèce chimique joue donc à la fois le rôle d'oxydant et du réducteur. Et on sait que dans une réaction d'oxydoréduction, il y a échange des électrons entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple. Et donc les réactifs ici sont représentés par la même espèce chimique qui est donc l'ion thiosulfate. Donc commençons par équilibrer la première demi-équation. Nous avons ici l'ion thiosulfate qui se transforme en soufre. Donc nous l'avons dit ici, nous pouvons observer dans cette réaction la formation du soufre sous forme d'un précipité. Donc ça veut dire que ici nous avons le soufre solide. D'accord? C'est une réaction de précipitation. Alors, donc la première étape, il faut équilibrer tous les atomes sauf l'oxygène et l'hydrogène. Nous avons ici deux atomes de soufre, ici deux atomes de soufre. Donc la première étape est vérifiée. Pour la deuxième étape, il faut équilibrer le nombre d'oxygène. Alors nous avons ici 3 à gauche et 0 à droite. Donc il faut ajouter 3 molécules d'eau à droite. Pardon. Ensuite, donc, on va équilibrer le nombre d'hydrogène avec les ions H+. Nous avons ici 3 fois 2, donc 6 hydrogènes. Il faut ajouter donc 6 H+, donc 6 ions hydrogène pour équilibrer le nombre d'hydrogène. Et finalement, donc, on va équilibrer le nombre de charges. Nous avons ici 2 charges négatives portées par l'ion thiosulfate et 6 charges positives portées par l'ion hydrogène. Donc au total, nous avons ici 4 charges positives. Ici donc c'est neutre, c'est 0 charge. Et donc il faut ajouter 4 électrons de charge négative pour compenser les 4 charges positives que nous avons ici. Et maintenant cette équation est équilibrée en éléments chimiques et bien sûr en charge électrique. Passons au deuxième couple. Alors dans ce deuxième couple, c'est le réducteur qui va perdre des électrons pour se transformer en dioxyde de soufre. Alors, pour le soufre, nous avons ici 2 atomes de soufre, ici 2 atomes de soufre, donc la première étape est vérifiée. Pour l'oxygène, nous avons ici 3 atomes d'oxygène, ici donc c'est 2 fois 2, donc c'est 4. Donc il faut ajouter ici une molécule d'eau pour équilibrer le nombre d'oxygène. Pour l'hydrogène, nous avons ici 2 atomes d'hydrogène, donc il faut ajouter 2 H+ ici pour équilibrer le nombre d'hydrogène. Pour les charges électriques, alors nous avons 2 charges négatives portées par l'ion thiosulfate à gauche et à droite nous avons 2 charges positives portées par l'ion H+. Et donc puisque ici donc l'ion thiosulfate c'est le réducteur, donc il va perdre des électrons et donc on doit ajouter des électrons ici pour ajuster le nombre de charges. Alors nous avons ici 2 charges positives, donc il faut ajouter 4 électrons de charge négative pour avoir finalement 2 charges négatives à droite. Et donc 2 charges négatives ici et 2 charges négatives ici. Nous avons équilibré le nombre de charges pour cette demi-équation.
Donc, puisque nous avons ici le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, ce qu'il reste à faire, c'est de faire donc l'addition membre à membre de ces deux demi-équations pour obtenir finalement l'équation bilan pour cette réaction de dismutation. Donc, voici l'équation que nous obtenons. Bien sûr, ici, on a simplifié par quelques facteurs donc, dans les deux demi-équations. Vous remarquez ici que nous avons ici donc, deux ions thiosulfate, mais dans la réaction bilan, il y a une seule parce que nous avons simplifié le facteur 2. Donc, ici, la même chose pour le soufre, la même chose pour le dioxyde de soufre. Donc, on a simplifié par un facteur de 2. Donc, je vais le faire, ce n'est pas difficile. Donc, nous avons ici 2 SO3 de moins plus 6H+, plus donc H2O, donc ça c'est le côté de gauche, est égal donc 2S plus 2SO2 plus 2H+, plus 3H2O. Donc ça c'est le côté de droite. Alors la première chose qu'il faut faire, donc on va simplifier le 2H+ ici avec 6H+ ici, donc il nous reste 4H+. Ensuite, on va simplifier le H2O avec les 3 H2O ici. Il nous reste ici 2 H2O. D'accord? Donc, remarquez ici que nous avons un facteur de 2 ici, un facteur de 2 ici, un facteur de 2 ici, un facteur de 4 ici, un facteur de 2 ici. Donc, on va simplifier par le facteur de 2 pour toutes ces espèces chimiques. Il nous reste ici 2H+. Et pour les autres, donc le facteur de 2, il va disparaître. Donc voici le 2H+, et donc le 2 pour les autres espèces chimiques, il a disparu, et on obtient finalement donc cette équation-là, bilan pour cette réaction d'oxydoréduction. Alors, donc si vous avez des questions concernant toutes les réactions que vous avez vues dans cette partie sur les transformations rapides et les transformations lentes, vous pouvez toujours me contacter par email. Je crois que je vais mettre une vidéo séparée pour expliquer donc les réactions que vous voyez ici. Pour ne pas mettre donc des vidéos qui sont trop longues, je vais m'arrêter ici et je vais ajouter donc une dernière partie pour ce cours-là concernant les facteurs cinétiques et leur application. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.